Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de From Scratch. Je m'appelle Thibaut Fourcade et j'interviewe chaque semaine des entrepreneurs aguerris en leur demandant ce qu'ils feraient ou non s'ils devaient recommencer un projet From Scratch. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de recevoir Paul Maher de Kudak. Salut Paul. Salut Thibaut. Merci beaucoup de prendre le temps de venir répondre à mes questions. Je te propose dans un premier temps de te présenter aux auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore et nous dire un peu qui tu es et d'où tu viens. Ok, très bien. Bah, écoute, moi c'est Paul, donc je suis associé chez Kudak. J'ai plusieurs rôles au sein de Kudak. Donc Kudak, c'est un groupe d'agences. Et j'ai une partie de mon rôle qui est en fait de diriger l'agence Ads, qui est en fait l'agence originelle de Kudak. Et en parallèle de ça, sur tout l'ensemble du groupe, je m'occupe de la structuration, de faire en sorte que tout fonctionne bien au niveau finance, information, communication, et que on ait toujours la bonne info au bon endroit. Donc voilà, vraiment je m'occupe de ces deux choses-là. Et donc ça fait depuis le début de Kudak, donc depuis bientôt 4 ans que je suis dans l'aventure. Et j'ai commencé quand j'ai commencé, j'étais en train de finir mes études en fait. Okay. J'étais à HEC du coup avec Théo. Enfin on se connaissait même d'avant, de la prépa, mais c'est comme ça que les liens se sont faits. Et donc moi je suis en train de finir mon école de commerce et bah et en fait à ce moment-là je parlais pas mal avec Théo de sujets entrepreneuriat, machin, etc. On pourra y revenir après. Ouais. Mais c'est comme ça que je suis entré dans l'aventure Kudak. Ça fait 4 ans maintenant. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu te sentais entrepreneur? Est-ce que c'était quelque chose auquel tu pensais ou c'est lui qui t'a proposé ça de rejoindre l'aventure? Pourquoi t'as pas préféré? J'imagine que t'as fait des stages auparavant. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé à emprunter ce Ok. chemin? En fait, j'avais fait 2 stages. J'avais fait un stage dans une startup qui s'appelait HireSuite, Ok. que j'ai bien kiffé. Parce que je kiffais le fait d'avoir de la latitude, de pouvoir faire beaucoup de choses différentes, de vraiment voir des problèmes, pouvoir les résoudre très simplement. Et après, j'ai fait un autre stage chez Amazon que j'ai pas du tout kiffé. Je me suis été foutu au fin fond d'une business unit où il se passait rien de rien. Et je me suis fait chier de fou. Et en fait, ça m'a vraiment donné, quand même, ça m'a direct donné le ton en fait. J'ai tout de suite compris que j'avais beaucoup plus envie de travailler dans des structures plus petites parce que je savais que je pourrais plus facilement voir des problèmes, les identifier et les régler que dans des plus grosses structures. Donc ça déjà, ça m'a déjà fait mettre une croix sur la case grande boîte et tout parce que je sais que j'aimais pas ça. Après, tu me demandais si je me sentais entrepreneur. Pas du tout. Okay. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Je trouvais ça, en fait, j'étais séduit par le côté liberté, entre guillemets. C'est une liberté qui est plus imaginaire que réelle, Oui. mais enfin, bref, on pourra discuter. Voilà, Voilà, exactement, c'est exactement ça. Donc le côté liberté, le côté mener sa propre barque, le côté fierté aussi de créer quelque chose, ça m'attirait, mais fondamentalement, je me sentais pas du tout entrepreneur dans le sens où j'avais pas l'étincelle, on va dire, le fait de se lancer directement. Et mine de rien, c'est quand même beaucoup Théo qui est un peu qui a un peu planté la graine dans ma tête. En fait, Kudak, c'était pas le premier truc dont on me parlait. Je me souviens je me suis souvenu de ça récemment. Mais avant, déjà, on parlait un peu de faire du freelance, de gagner des sous, machin, etc. On en avait parlé peut-être 1 an avant que Kudak commence. Lui, il m'avait envoyé des tutos Facebook Ads, etc. Mais c'était pas du tout dans une optique de faire une agence ou quoi. C'était juste pour dire, ouais, il y a ça, c'est un bon plan, machin. Il m'en avait parlé vite fait comme ça. Et moi, je me souviens, je disais, ah ouais, c'est vrai que c'est stylé quand même, machin. J'avais commencé je creusais un peu sur mon temps libre, je regardais, etc. Des Américains qui t'expliquaient comment trouver tes premiers clients. Au début, tu postes gratuitement, etc. Machin. Et pourquoi j'étais pas un entrepreneur? Parce qu'en fait, je regardais ce truc-là, mais je me lançais pas vraiment et je regardais le truc de loin. Et puis un beau jour, quand je venais de rentrer d'échange, juste avant le Covid, enfin c'était genre tout début février 2020, donc il y a 4 ans. On est allé, enfin Théo m'envoie un message, il me dit viens, on va bouffer au japonais à Sèvres, à Minoko, son japonais favori. Et là il me dit voilà là ça fait quelques mois que j'ai des clients, etc. Je gagne de l'argent, etc. J'ai envie de créer une agence. Et moi, ce que je te propose, c'est que tu me rejoignes parce que comme ça, tu m'aides à gérer plus de clients et moi, je te paye directement. Il me dit, tu te mets en freelance, je te paye direct et tu te formes et tu commences à gérer des clients. Moi, tu vois, on est en février. Normalement, tu graduates, donc tu termines tes études en juin. J'avais juste mon mémoire à faire. En plus, il y avait le shutdown qui arrivait. Enfin, bon, je le savais pas encore, mais
j'avais aucune raison de dire non. Je dis bah vas-y, au pire, rien à perdre, tu vois. Genre. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai rejoint Kudak. Après voilà, de fil en aiguille, bon voilà, je me suis formé en regardant 3-4 vidéos YouTube, j'ai géré les premiers clients, machin, etc. Ça s'est bien passé. Et puis après voilà, plus de clients, plus de clients, plus de travail, plus de machin, plus d'enjeux, etc. Et c'était parti quoi. Comment tu te sens au regard de cette mission que vous vous donnez, qui est des compétences pour lesquelles vous n'avez pas forcément travaillé pendant vos années d'études, que ce soit en prépa ou à HEC, et tu sais qu'en ayant fait HEC, tu peux prétendre à des postes qui peuvent être rapidement très bien rémunérés, travailler sur de la finance, sur des hautes strates de management, sur des choses que on a un peu vues en cours. Là, comme tu disais, vous êtes formé, etc. Est-ce que tu n'avais pas peur de te dire je m'engage sur quelque chose qui est vraiment loin de ma formation, enfin loin. Ça reste école de commerce, donc on est quand même la publicité, il y a cette dimension-là, mais je veux dire, ça sort quand même un peu des chemins, c'est un peu un chemin de traverse finalement, un petit peu. Et comment t'as vécu ça? Eh ben, je l'ai vécu avec grand plaisir. Ouais. Parce que au contraire, ça aurait pas été une victoire de se dire que je fais le truc que je suis censé faire. Je suis sur les rails, je reste bien sur les rails et je sors pas. Ça aurait pu te faire peur. Oui, ça aurait pu faire peur, mais voilà, il y a pas beaucoup de raisons d'avoir peur. En fait, entre nous, la seule raison pour laquelle tu aurais peur de pas te mettre sur les rails quand tu sors d'HEC, du consulting, machin, etc. C'est du fait de rater un truc. Et rater quoi concrètement? C'est pas quand tu fais pas de consulting, c'est pas de l'épanouissement que tu rates ou quoi. Tu vas rater des thunes. Donc c'est ça qui peut te faire peur, c'est de dire ah oui, mais je gagnerais plus de thunes si je faisais du consulting et tout. Sauf qu'en fait, on se rend pas bien compte. Je trouve que quand on est étudiant à HEC, on a une mauvaise perception de où se trouve l'argent, qui gagne de l'argent, qui gagne bien sa vie, etc. On a l'impression qu'en fait, les mecs les plus fortunés du monde, c'est les mecs qui font du M&A, ou les mecs qui font du consulting, et c'est vrai qu'ils gagnent plutôt bien leur vie. Mais en fait, justement, ce qui est bien, c'est qu'en fréquentant un peu la sphère entrepreneuriale, tu te rends compte qu'il y a des mecs qui ont des PME de 40 personnes, 50 personnes, voire moins parfois. Les mecs, ils se payent des rêves de fous furieux, tu vois. Donc, en fait, ça veut pas dire que je me suis dit, ah ouais, c'est bon, je gagne plein de thunes et tout, donc c'est pas grave que je fasse pas du consulting. Mais c'est juste que, grâce justement au fait qu'on voit beaucoup d'entreprises dans Kudak, ça m'a un peu ouvert l'esprit, on va dire, sur qui gagnent de l'argent. En fait, je me suis dit, il y a plein de gens qui gagnent de l'argent et qui font pas du consulting et qui font pas de la banque. Donc le monde c'est à toi d'explorer le monde. Tu vois, le monde se donne à toi. C'est juste à toi d'aller l'explorer, d'aller voir ce que tu peux faire. Il y a plein de business qui sont extrêmement rémunérateurs. Pas besoin de faire du consulting ou quoi pour gagner des sous. Quoi. Donc une fois que t'as observé ça, et que t'as compris ça, bon bah tu dis bon bah il me reste plus qu'à refaire la même chose quoi. Et en plus dans un business qui te plaît et qui t'épanouit plus que tu te serais épanoui si tu faisais du consulting ou autre chose quoi. Ouais. Après peut-être je pense qu'il y a des gens qui sont très épanouis là-dedans mais. Oui bien sûr mais c'était ton choix à ce moment-là. C'est ça. Et voilà donc après je me dis bah pour vraiment une fois en fait c'est ça une fois que t'as capté que ça marche qu'il y a des clients qui payent que tu peux en revivre. Bon bah c'est bon. Je me souviens mon père par exemple était assez inquiet au début et j'ai un demi-frère qui est plus grand que moi donc qui est le fils de mon père et je lui avais dit ouais mais papa il me prend pas au sérieux machin etc. Et il m'avait dit il faut juste que tu gagnes de l'argent et il va comprendre. Et c'est vrai c'est ça en fait à partir du moment où tu montres que tu t'en sors bien etc bah c'est l'épreuve sociale en plus qu'il faut pour ouais c'est ça. Sérieux. Donc ouais une fois que ça c'est compris ça pas de souci quoi. Tu me disais que tu as commencé en tant que freelance avec Théo. À quel moment alors je sais pas s'il avait créé Kudak à ce moment-là ou c'était peut-être le nom qu'il donnait à son parce qu'il était seul aussi lui. Il avait créé la boîte. Il avait déjà créé la boîte, OK. À quel moment tu rejoins la structure, vous parlez de de vraiment faire naître le projet? Bah en fait moi du coup je rejoins en fait donc, moi Paul Maher facture Kudak en tant que freelance. Et je fais ça pendant peut-être 8-9 mois. Donc ça nous amène à fin 2020. Et en toute honnêteté, moi ça me démangeait un petit peu cette situation parce que bah j'étais content parce que quand même je gagnais bien ma vie. Mais
je me disais ouais, en fait, j'étais bien conscient que la vraie richesse entre guillemets, c'était aussi l'equity et donc le capital. Ça me démangeait et franchement, pour le coup là, je dois beaucoup à Théo. Il a été très geek first et il m'a dit. En fait, je sais qu'il a été beaucoup influencé par un client qui lui a dit que je faisais vraiment du très bon taf et qu'il fallait me garder. Euh, et du coup, bon, c'est peut-être pas la seule raison, je sais pas, il faudra lui demander tout ce qui s'est passé dans sa tête, mais en tout cas, toujours est-il qu'un beau matin, il s'est réveillé, il m'a dit, ouais, bah, je suis chaud de te filer des parts. Et moi, j'ai dit, bah, ouais, je suis chaud de prendre des parts. et, et donc, à ce moment-là, bah, j'ai récupéré 20% de la boîte. Et bah, j'étais très content, je trouvais ça faire. Et c'est marrant, il en parlait dans un podcast récent et avec le recul, maintenant, ça fait plusieurs années que ça s'est fait. Pour moi, c'est le bon move. Enfin, c'est un truc qui est fair. Je me sens pas du tout, je me sens pas lésé. Je pense pas non plus que je sois sur rémunéré par rapport à ça. Mais en tout cas, ça me donne vraiment. Ce qui est bien, en fait, c'est que il était pas obligé de le faire, mais il l'a fait. Et ça me met dans une situation dans laquelle, surtout mentalement, je suis confortable. J'ai l'impression d'être à ma place et c'est fine pour moi, tu vois. Ok. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, encore une fois, j'ai pas eu beaucoup de mérite. C'est beaucoup lui qui a pris l'initiative. Mais bon, au final, c'était un bon move parce que c'est que et lui et moi, à partir de ça, on était sur des bonnes bases, quoi. Bon après, t'as quand même du mérite d'avoir fourni du bon travail et Oui. c'est ça qui a fait que. Mais bon, souvent le bon travail est la plupart du temps le bon travail il est rémunéré qu'en cash. Mais bon, voilà, donc ça suffit pas toujours. C'est ça. Effectivement. Ouais. Alors, vous attaquez ce marché qui est effectivement les publicités en ligne, notamment sur Facebook à l'époque, puisque mais je suis pas sûr que c'était déjà pas Meta. ouais, non, Meta, non, peut-être pas non, encore. Ça s'appelait pas Meta, je crois. Peut-être juste après. Bon, c'était quand même déjà un marché concurrentiel, hein. Il y avait déjà beaucoup de personnes qui faisaient ça à cette époque. En plus, bah, vous arrivez au moment du Covid où là, les ventes en ligne vont bien évidemment exploser. Qu'est-ce qui vous permet de trouver plus de clients, de tout simplement prendre des parts de marché? Est-ce que c'est vos méthodes, vos façons de travailler, ou est-ce que vous puisez votre inspiration? Est-ce que c'est vous former par rapport au marché français? Et sinon, comment, enfin, déjà, on va commencer par ça. Ouais. Ok. Bah déjà, juste tout petit mot que je veux dire qui est important. Souvent, on a peur des marchés concurrentiels. Mais en fait, faut pas du tout avoir peur. Si un marché est concurrentiel, c'est bien, ça veut dire que il y a de la demande. Il y a de la demande et généralement, c'est rare que ce que je disais tout à l'heure. T'es sur une ligne de départ, tu sais pas qui est à côté de toi sur la ligne de départ, et il y a de grandes chances que au moins 50% des gens contre qui tu joues, ils sont complètement nuls, tu vois. Donc c'est un bon signe enfin c'est pas une mauvaise chose que le marché soit concurrentiel. Si tu travailles bien, tu peux toujours faire ton petit nid, quoi. Et donc ensuite, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne bien? C'est indéniablement le contenu. Théo, il a publié énormément sur LinkedIn, puis sur YouTube. Donc c'est un premier truc où il a très vite compris la puissance du contenu et donc forcément bah il a poncé le truc, quoi. Ça c'est un premier point qui nous a beaucoup aidé. Et deuxième point, bon, faut bien que je me jette un peu de fleurs, mais vu que ce qu'on faisait, le service qu'on rendait était bon pour nos clients, c'est pas tant que ça faisait du bouche-oreille parce que ça met du temps à se mettre en place le bouche-oreille, ça en faisait un petit peu mais ça met du temps. C'est surtout que en fait bah les clients y restaient. Et donc ça fait que bah l'agence elle accumule de l'argent. Et ce qui est le troisième point qui est très important, c'est que on n'a pas fait les rats en fait. C'est-à-dire que on a très vite investi de l'argent en fait sur pas mal de trucs, sur le fait de recruter une RH assez rapidement parce qu'on savait qu'il allait y avoir beaucoup de monde, le fait d'acheter du matos pour faire des tournages, machin, etc. Le fait de recruter une équipe contenu. On a pas mal investi pour justement avoir maximisé ce levier qui était le contenu. Alors que d'autres, ce qui aurait pu être un choix tout à fait ok, hein, mais d'autres auraient pu se dire, putain, on avait plein de blé, et viens, on se paye ça et on va se faire kiffer, tu vois. Genre, En plus, on n'était pas du tout sous-payé, hein, mais par contre, l'argent qui était dégagé, on le remettait à contribution. On mettait à contribution ce qu'on arrivait à dégager. Ça, je pense que c'est important. Je pense que tout le monde le ferait pas beaucoup parce que les gens vont peut-être avoir tendance à vouloir la jouer safe, tu vois. Donc, voilà. Tu disais que vous êtes formé nécessairement sur ce sujet puisque c'était pas des choses qui étaient dispensées pendant au cours de votre formation académique. Sur quel support vous êtes allé? Est-ce que c'était plus du contenu anglophone ou... Ouais, c'était anglophone, beaucoup de trucs anglophones. Et après, c'était beaucoup de contenu gratuit, hein, c'est beaucoup de vidéos YouTube.
Il y avait beaucoup de tri à faire, beaucoup de navigation parce que t'as beaucoup de gars qui vont te vendre des formations, Facebook Ads. Et le problème, gros problème de tout ce qui est formation, des mecs qui ont des formations à vendre, c'est que pour te donner l'impression que t'as pas payé pour rien, ils vont essayer de rendre les choses plus compliquées, plus complexes qu'elles ne le sont, pour te dire ah ouais en fait ouais, tu as des techniques machin, enfin des trucs c'est de la sorcellerie, tu vois pour et en fait ils en avaient beaucoup de nettoyage à faire là-dedans et donc et voilà c'est comme ça que qu'on s'est formé et après le gros enfin n'importe qui qui fait des pubs te dira le vrai moyen de progresser c'est la pratique. Bien sûr. Faut que tu vois comment les algorithmes réagissent, comment le marché réagit, etc. Donc on s'est un petit peu entraîné sur nos premiers clients, mais bon après voilà c'est normal. Eux aussi quand tu travailles avec une toute petite agence bah tu payes moins cher et en même temps on n'avait pas des mauvais résultats non plus tu vois donc voilà on a aussi beaucoup appris avec nos premiers clients. Mais c'est normal, eux-mêmes ils le savent quand ils vont voir une agence qui a pas 5 ans quoi. Donc, oui, ben c'est évident, c'est sûr. Et le fait de regarder ce qui peut se faire par exemple aux États-Unis, du fait qu'on n'ait pas les mêmes cultures, est-ce que ça a quand même des impacts? Vous deviez quand même remodeler les techniques qui sont que ce soit du marketing, de naming, de messages qui peut être. T'as senti une grosse différence ou globalement c'était? Ouais, j'aime pas du tout dire ça, mais c'est quand même la vérité, donc je suis obligé de le dire. C'est vrai quand on dit que les Américains sont en avance sur les Français d'un point de vue marketing. En même temps, ça vient pas de chez eux, mais bon, c'est eux qui l'ont massifié, on va dire. Et donc ils comprennent bien les tenants et les aboutissants. Et oui, en fait, c'est factuel. Ce qui se passe en France, c'est ce qui se passe aux États-Unis avec plus X années de retard. Enfin, de retard, peu importe, hein, mais il y a un décalage de X années, parfois c'est plus ou moins longtemps, mais voilà. Donc forcément, tu vas toujours être c'est facile en fait d'être en avance, tu vas juste regarder un petit peu ce qui se fait aux États-Unis et tu le répliques en France. Bon après voilà, tu te heurtes aussi parfois à des habitudes, tu vois que tu peux avoir sur le marché français qui vont faire que ils vont pas être réceptifs à telle ou telle nouveauté, même si ça vient des États-Unis, parce que c'est pas non plus parce que tu dis ouais ça vient des US que tout le monde va se mettre à genoux devant l'idée que tu proposes quoi. Ouais, mais c'est évident. Après, eux, ils ont un plus grand marché, plus d'entreprises, donc forcément plus de tests sur le volume. C'est vrai. Et donc, on peut développer plus rapidement. C'est vrai que ouais, ça c'est un truc qu'on a tendance à sous-estimer, c'est que le marché américain il est 6 fois plus gros que le marché français. Et mine de rien, sur des sujets où c'est vraiment des algorithmes de machine learning qui travaillent et tout, ça fait une différence quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Puis je pense que la langue, il joue en partie dans le sens où l'anglais est une langue très actionnable avec beaucoup de verbes d'action, alors que en français c'est plus compliqué de faire des messages percutants et notre langue est très belle. Je dis pas le contraire, loin de là l'idée, mais c'est vrai que c'est une grande différence quand même. On arrive plus difficilement à exprimer ses idées en français, qu'elles soient parfaitement compréhensibles, que ce soit par nos messages marketing, en tout cas de les condenser dans des phrases très courtes, parce que sinon bien évidemment on a le vocabulaire pour vraiment être très précis, mais justement les Anglais arrivent à englober plus facilement, on comprend plus rapidement. Mais il y a un côté culturel aussi, je pense, parce que c'est pas les Anglais qui sont forts en marketing, c'est vraiment les Américains, tu vois. Donc c'est culturel aussi, tu vois. Enfin c'est quand même le truc qui je trouve qui te marque pas mal quand tu vas aux États-Unis, c'est que t'as une sensation de simplicité, pour le meilleur et pour le pire. Hein. T'as l'impression que tout est simple. Et dans le marketing, c'est un bon truc d'être simple. Pas chercher à se faire des nœuds au cerveau, à expliquer des trucs compliqués. Surtout avec le marketing d'aujourd'hui, faut pas vouloir faire des trucs compliqués. Oui. Il y a tellement maintenant d'éléments qu'il faut réussir à aller droit à l'essentiel pour pas se perdre dans la multiplicité des messages. Exactement. Alors, tu me disais que au début vous étiez une agence forcément avec peu d'historique et donc les clients vous payaient pas forcément très cher pour vos services malgré la qualité du service rendu. Comment vous avez établi votre positionnement? Comment on positionne une offre comme ça de service quand on est nouveau dans un marché et que il y a effectivement a fortiori un marché concurrentiel, mais sans vouloir trop se dégrader pour pas non plus travailler gratuitement, j'exagère, mais voilà, et garder quand même un côté premium de vous payez pas non plus. C'est pas très facile de répondre à cette question, mais je pense qu'en fait le truc, si on se met à la place de quelqu'un qui veut pricer quelque chose quand il commence, je pense que déjà le plus important c'est au début en tout cas d'être très
souple sur le pricing. C'est-à-dire que faut essayer beaucoup de choses. C'est très important d'essayer beaucoup de choses et nous, je sais que quasiment chaque sales call, c'était un prix différent, tu vois. D'accord. Parce que le but, et puis après, t'en as qui vont vouloir à la performance, c'est-à-dire en fonction des résultats, d'autres qui vont dire en fonction de combien ils dépensent, machin, etc. Donc, c'était un peu tout le temps un truc différent. Et en fait, après, c'est du test and learn, tu vois. Tu te dis, il y a des clients, on les a testés, on les a closés sur un pricing et en fait, après, on s'est rendu compte, au bout de 3 mois, qu'on bossait comme des chiens pour rien, tu vois. Et inversement, on a où eux, ça leur allait quand on leur facture tant. Il y avait pas beaucoup de travail et ça nous rémunérait bien. Donc après, forcément, on a fait nos ajustements pour trouver un business model qui fasse que on s'y retrouve à peu près toujours et que ce soit acceptable pour à peu près tout le monde. Et on a un peu plus standardisé les choses parce que à l'échelle, c'est pas tenable d'avoir toujours un prix différent. Ouais. Mais donc voilà, le seul conseil que je pourrais donner à quelqu'un, c'est d'être au début très comment dire, variable. Enfin, en gros, accepter que le prix bouge. Et souvent les gens ont peur de ça parce qu'ils vont se dire ouais, mais comment je justifie à machin que lui il les paye plus cher, machin, etc. Bah, faut pas trop se prendre la tête avec ça. Tu le justifies déjà en expliquant qu'en fait tu commences et que tu fais des tests sur le prix et que voilà, ce qui compte c'est le deal qu'on a. Et après aussi, t'as un autre point, c'est que le premier arrivé a quand même un premium qui est il t'a fait confiance. Donc ça mérite qu'il ait un meilleur prix parce que généralement ton prix il évolue pas vers le bas, voilà. Il a plutôt tendance à évoluer vers le haut. Donc en fait, tu veux le gars qui est venu, qui t'a fait confiance quand t'étais petit, bah il mérite plus d'avoir un bon prix que celui qui a attendu que tous les autres disent ouais c'est vraiment bien pour y aller. Ouais. Donc voilà. Alors tu évoquais en début d'échange que effectivement Kudak, sa fonction première, en tout cas historique, c'était les publicités. Vous êtes après diversifié sur des canaux plus ou moins proches, Ouais. avec donc la création de différentes business units qu'on peut évoquer. À partir de quel moment vous avez rencontré les premières difficultés vraiment au sein de la boîte où j'ai bien compris qu'initialement l'acquisition de clients, bien sûr, il y a toujours des points un peu durs pour closer, mais globalement marché grandissant qui voilà s'inscrit dans la croissance permanente et encore plus avec la surconsommation d'aujourd'hui, on se doute bien qu'il y a de plus en plus de publicité, surtout au moment du Covid où là tout le monde reste à la maison. Pour autant, voilà, quelles ont été un peu les premières difficultés, les premiers enjeux de l'histoire de Kudak? Première difficulté, je pense simplement c'est les clients pas contents. Ouais. C'est ça le premier truc où au début ça roule. Enfin, je veux dire, c'est pas difficile. Hein, tu fais tes campagnes, machin et tout. Le truc où ça devient difficile, c'est quand ton client il commence à gueuler et dire ouais mais pourquoi on a, enfin c'est quoi ces chiffres, machin, etc. Et parce qu'il compare à, enfin sur quel élément il se base, c'est par rapport à des perspectives que vous leur avez apportées, par rapport à la comparaison avec un gros groupe style Publicis, non, au début non, bah c'est juste en fait c'est juste tu fais ton marketing et le gars dit ouais je fais pas assez de chiffre d'affaires. Ouais. Donc et en fait ça dépend, hein, c'est pas du tout standard. Il y en a un qui va comparer ça par rapport à une projection qu'il a faite mais il l'a sorti de son chapeau. Il y en a un qui va être beaucoup plus raisonnable, qui va comparer ça à sa perf de l'année dernière. Au début, on faisait pas trop de projections, on se mouillait pas trop. Maintenant, on le fait plus, mais au début, on se mouillait pas trop sur ce qu'on pensait pouvoir apporter en termes de résultats. Mais en tout cas, voilà, ton client, et s'il veut ne pas être content, il sera pas content. Tu vois, il va dire, on devrait faire plus, etc. Et donc, bah ça a été en fait le moment où on a compris que faire une agence de pub, c'est 50% de savoir faire des pubs et du marketing pour une boîte et 50% de savoir gérer des clients. Et donc, mais c'était très bien. On a beaucoup appris comme ça et il y a plein de choses qui sont très très intéressantes à ce sujet-là. Tu vois, moi je trouve vraiment que dans le fait de vraiment gérer un client pas content, t'apprends beaucoup en gérant des clients pas contents. Et par exemple, tu vois, tu vas très souvent avoir un truc que je n'ai parlé il y a pas longtemps à quelqu'un de mon équipe, c'est que parfois tu vas avoir des clients qui sont désagréables. Ils vont pas être mauvais, mais s'ils vont être mauvais, ils vont être un peu durs, ils vont être très durs parfois excessivement avec toi. Et toi naturellement en tant qu'être humain, t'as envie de répondre et de dire mais pourquoi tu me fais chier, arrête de casser les couilles. T'as envie de dire ça, mec. Mais sauf qu'en fait, ce qui est important, c'est déjà dans un premier temps de prendre du recul, de se calmer, de se dire ok pourquoi le gars il est comme ça. D'habitude il est sympa et tout, pourquoi il est comme ça. Et en fait très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, la raison pour laquelle quelqu'un va se comporter de manière désagréable ou méchante, c'est que au fond il a peur. Il a peur que son business aille mal, qu'il atteigne pas ses objectifs, etc., etc. Donc en fait,
la différence entre une mauvaise et une bonne gestion de crise, on va dire, sur un client, ça va être que la mauvaise gestion, c'est de réagir aux symptômes et de dire ah ouais, pourquoi tu me parles mal, machin, etc. Ou dire ouais, faut pas, reste poli, machin, etc. Après, faut pas non plus ne pas se faire respecter, mais bon. Par exemple, tu vas dire ouais, calmez-vous, calme-toi, mais on s'en fout, c'est pas ça qui va régler le problème. Et l'autre truc, c'est de dire ok, il faut que j'identifie de quoi est-ce que le gars il a peur, et que je le rassure sur ce truc-là qui a peur, qui lui fait peur. Et dans le premier cas, si tu essaies d'agir sur le symptôme, sur le symptôme, bah en fait, tu vas rien résoudre du tout. Dans l'autre cas, si jamais tu arrives à traiter la peur profonde du client et que tu arrives à vraiment le rassurer, il va se calmer tout seul. Donc ça, c'est un exemple de truc qu'on a complètement appris quand on était face à cette première difficulté qui était les clients pas contents, quoi. Ouais. Et après, chaque client est différent, donc aussi, il faut vraiment, faut bouffer beaucoup de clients pas contents pour pouvoir gérer toutes les situations. Ouais. Mais voilà. Est-ce que une partie du taux de clients qu'on peut avoir qui est pas content a pour origine aussi de la sélection des clients que vous pouvez prendre? Bien sûr. À savoir, en fonction de si le business est plus ou moins porteur, on a beau faire de la publicité, si en fait la proposition de valeur est sans dire mauvaise, ou en tout cas de peu de valeur, bien évidemment que ça a un impact. J'imagine qu'au début, vous avez peut-être été tenté de prendre un peu finalement les clients qui voulaient collaborer avec vous. Ouais. Comment vous avez vécu ça? Est-ce que vous avez réaligné la trajectoire là-dessus? Ouais, bah c'est test and learn encore une fois. Ouais. Hein. Tu prends des clients, tu te rends compte qu'il y a des récurrences dans les clients qui posent problème. Généralement, le product market fit n'est pas éprouvé. Genre le produit n'a jamais vraiment été acheté par quelqu'un. Bon s'il suffisait de faire un produit pour que le truc se vende, ça se saurait. Ouais. Tu comprends que déjà si un client, si le produit n'a pas de product market fit, c'est pas la peine qu'on bosse ensemble, quoi. Et puis même pour le gars, il perd son temps, il perd son argent à faire de la pub là-dessus. La pub, c'est vraiment un accélérateur. C'est un truc. Ouais. T'as quelque chose qui se passe, des gens qui achètent un produit, tu veux rendre le truc public. Et donc, si tu prends une merde et que tu la rends en public, ça va donner de la merde, tu vois. Genre, y a rien à attendre de ça. Et c'est pas la publicité qui va te débloquer le business. Ouais. Donc bref, en fait, c'est juste qu'on a vu des récurrences dans les clients qui posaient problème ou les clients qui avaient aucun résultat. On s'est dit, avec ces clients-là, c'est pas la peine qu'on travaille avec eux. Puis forcément, c'est jamais parfait. Tu vas avoir une partie de clients avec qui tu pourras avoir un beau potentiel que tu vas pas prendre parce que tu mets un peu des critères stricts. Et puis il y en a, puis il y en a avec qui tu devrais, qui sur le papier ça devrait bien se passer, ça se passe pas bien. Donc, mais en gros, c'est ça, c'est comme ça qu'on fait, quoi. Ouais. Alors par la suite, vous avez créé ou intégré d'autres pôles, d'autres business units, notamment Linker, le labo et Feu 11/16e. Ouais, 9/16e, ouais. 9/16e, pardon. Comment vous avez pris ces décisions-là, toi en étant un peu le garant des finances et du bon déroulement de l'opérationnel, comment t'as géré ça, sachant que tu sortais un peu de ta zone de confort qui était la publicité, ou même si c'est un peu lié, évidemment c'est des pôles différents, puis avec des fondateurs qui vous rejoignent. Comment t'as vécu ça? En fait c'est quand même des choses qui se sont faites de manière beaucoup plus naturelle que ce dont ça pourrait avoir l'air de l'extérieur. C'est-à-dire que le labo, en fait, c'est que de base on avait une équipe dans Kudak qui faisait la créa. Simplement, la personne qui gérait ça, c'est Guillaume, qui est mon associé maintenant. En fait, on a juste clarifié avec lui le fait que maintenant c'est une entité à part et que c'était à lui de développer cette entité-là. Et donc voilà, c'est comme ça que cette entité elle s'est faite, et ça s'est fait très naturellement. Après, lui a fait un bon taf aussi pour développer l'agence en tant que telle et tout, et donc ça s'est fait tout seul. Pour Linker, c'est un petit peu la même chose, hein. C'est-à-dire que non, c'est pas la même chose, mais s'il y avait Mathieu qui était en stagiaire et il bossait sur le contenu de Théo, et en même temps il était en train de lancer sa boîte, et donc en fait on a fait un deal où on s'associe en fait pour lancer la boîte avec lui, quoi. Donc c'était très simple. Et puis pour 9/16e, on a senti qu'il y avait une opportunité, et donc on a recruté une personne en CDI pour lancer cette opportunité-là, mais ça n'a pas marché. En grande partie, je pense, parce que la personne était en CDI, et et ce qu'on a compris par la suite, c'est qu'il faut que la personne soit vraiment fondatrice de son projet, qu'elle soit entrepreneur. Et là, la condition n'était pas réunie, et je pense que c'est en partie pour ça que ça n'a pas fonctionné. Ouais.
Donc le labo création de contenu pour les publicités, Linker plus accès ghostwriting initialement pour LinkedIn, même si aujourd'hui l'offre c'est complété, pardon. Absolument. Et 9/16e, qu'est-ce que c'était? 9/16e, c'était de la création de contenu organique pour TikTok. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, des marques qui veulent être présentes sur TikTok, faut bien créer du contenu, mais souvent ils savent pas créer du contenu, et donc le but c'est de les aider à créer ce contenu-là. Ok. Et donc j'imagine que effectivement ça s'est fait assez naturellement. Alors 9/16e, j'imagine que c'était une opportunité que vous avez analysée et voilà. À quel moment on se dit bon bah là notre sujet principal, on est bien rodé, on peut se permettre de pas se disperser, mais en tout cas de porter d'allouer de la ressource sur des pôles différents. Et pourquoi vous avez fait ce choix-là? Pourquoi vous auriez pas juste bourriné sur Kudak et devenir l'agence indépendante numéro 1 avec toutes les caractéristiques qui vous composent aujourd'hui? C'est vrai que pour ceux qui connaissent pas trop, on en a pas trop parlé, mais vous êtes une agence 100% remote avec à peu près une 60aine d'employés maintenant. Qu'est-ce qui a précipité ce choix-là? En fait, il y a deux trucs. Quand même un premier point, c'est que une agence, bon, peut-être que certains me feront mentir, mais une agence, ça peut pas non plus grossir à la même vitesse qu'une startup, qu'un SaaS ou quoi, tu vois. Genre, c'est pour la simple et bonne raison que en fait, une agence, si tu veux que ton agence elle grossisse, au bout d'un moment, c'est des recrutements, c'est des personnes en plus, c'est des clients à onboarder, c'est une réputation à construire, etc. Donc même si t'as sans doute qu'il y a un monde où Kudak aurait pu grossir plus vite que ce qu'on a fait, ça c'est certain. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux bosser aussi dur que tu veux, t'as quand même un certain nombre de contraintes hard que tu peux pas, de temps on va dire, que tu peux pas compresser en fait. C'est comme si demain tu me dis que tu veux devenir excellent au violon, bah très bien, ok, j'espère que t'as quelques années devant toi, mais si tu me dis je veux devenir excellent au violon en 2 semaines, bah c'est mort quoi. Et bah c'est la même chose. Donc en fait, on était à ce moment-là, on avait l'impression que on faisait tout ce qu'il fallait pour que l'agence se développe bien à son rythme et tout. Donc c'est pour ça aussi qu'on commençait à regarder ailleurs, parce que voilà. Et oui, il y a un autre truc aussi, c'est que c'est plus facile de faire des pourcentages de croissance impressionnants quand t'es petit que quand t'es gros. Donc forcément, on voyait aussi que la croissance elle se ralentissait. Donc on se dit comment est-ce qu'on peut faire plus de croissance en relançant des business depuis le début. Et donc ça c'est le premier point de pourquoi on a fait ça, etc., etc. Et après, sur le deuxième point, sur comment on a fait ça, pourquoi en fait c'était faisable. En fait, il faut bien comprendre que moi, je veillais quand même vraiment au grain sur la partie Kudak performance. Je faisais pas tout, toute la partie sales et tout, je m'en occupais pas, mais je faisais en sorte que tout tourne bien. Et c'est beaucoup Théo qui a l'idée et qui continue de l'idée la partie de nouveaux projets. Et cette répartition des tâches, elle est assez optimale parce que lui, il a plus un profil explorateur. Donc ça fonctionne très bien de cette manière-là. Mais voilà, c'est ça aussi qui permet d'aller explorer d'autres opportunités. C'est que moi, j'ai plus un esprit organisateur et mon but c'est vraiment de faire en sorte que tout roule le mieux possible. Donc pour ça, voilà, c'est pour ça qu'on se complète très bien. Et je pense que cette complémentarité a vraiment permis de créer ce move exploratoire. Ouais. Alors, tu parlais effectivement de faire croître les résultats et donc lancer éventuellement de nouveaux projets pour faire grossir l'ensemble et potentiellement renvoyer des clients. C'est le rêve absolument, ouais. Souhaité pour effectivement faire des transferts de portefeuille comme ça. Pour autant, quels ont été les enjeux majeurs que vous avez rencontrés sur un peu ce passage à l'échelle finalement, maintenant que vous avez éprouvé un modèle, plus de clients, effectivement, plus de personnes à recruter pour aller en adéquation. Mais quels sont véritablement les points durs auxquels vous avez dû vous confronter? Les points durs, c'est le recrutement. Bien recruter, c'est très important. Je sais pas, il y a trop de trucs à dire pour que je m'étende trop sur le sujet, mais ce qui est certain, c'est que ce qui nous a beaucoup aidé, c'est la culture qu'on avait, parce que on essaie de faire en sorte que ce soit pas du bullshit, que ce soit un vrai truc. Et en fait, quand les gens sont animés par les mêmes valeurs de travail, eh ben, ça t'épargne énormément de soucis, de corrections à faire dans la manière de bosser des gens. Il y a un concept que on aime beaucoup, c'est lead by context. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pas que ce soit à toi en tant que manager de dire à chaque fois au gars, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Ce qui est important, c'est de donner un contexte clair. Genre, nous, chez Kudak, on bosse de cette manière-là. On a 4 valeurs, c'est give first, fuck the average, cut the crap, et
first, c'est grave. Et ça, c'est quoi la quatrième? Onit. Onit, putain, trop fort. J'ai fait Voilà. mes devoirs. Exactement. Et bon, je rentre pas dans le détail, mais en gros, ça fait que en fait, c'est très facile de voir si quelque chose est comme il devrait être ou s'il l'est pas, tu vois. Est-ce que ça respecte les valeurs ou est-ce que ça respecte pas? Et donc, en fait, c'est facile pour les gens de comprendre ce qui doit être fait et ce qui doit pas être fait. Et voilà, en fait, déjà pendant le processus de recrutement, si tu vois que la personne, elle match avec ces valeurs-là, tu sais qu'il y a beaucoup plus de chances que ça se passe bien derrière, que ça donne une collaboration qui soit fructueuse. Donc ça, c'est le premier challenge, c'est le bon recrutement, recruter des bonnes personnes. Et c'est vraiment, ça fait tout. Ça fait toute la différence. C'est le jour et la nuit entre recruter la bonne personne et pas la bonne personne. L'autre truc, c'est le middle management, qui est un sujet qu'on est en train de terminer, on va dire, parce que ça commence à être bien rodé. Mais c'est aussi ça, c'est créer des petites équipes en interne, faire en sorte que en fait, que le middle manager, il gère bien son rôle, ça a des impacts enfin, il faut qu'il arrive à retranscrire la même énergie que moi, par exemple, je pouvais te donner quand j'étais le seul manager de l'équipe. Et ça a aussi des impacts financiers parce que ça fait que t'as une personne dont une partie de son temps est juste dédiée à encadrer les autres et plus juste à gérer des clients. Donc ça veut dire qu'il faut que ça reste rentable. Donc il y a des calculs aussi à faire. Donc voilà, ça c'était les deux gros challenges, on va dire, du fait de passer à l'échelle pour une agence. Ouais. Quand vous recrutez, alors, sans entrer trop dans les détails, mais c'est vrai que là, en l'occurrence, vous êtes, par rapport à toi, ton historique, vous arrivez sur un sujet neuf pour lequel tu n'avais pas initialement des compétences, tu t'es formé sur le tas pour voilà, et puis aller rapidement avoir des clients. En fait, aujourd'hui, les personnes que vous recrutez, vous cherchez à ce qu'elles aient idéalement les compétences, mais est-ce que c'est un point majeur ou est-ce que le fait d'avoir l'état d'esprit d'adhérer pleinement à ces 4 valeurs que vous avez pu formuler suffisent? Alors bien évidemment, j'imagine que c'est pas oui ou non, mais quelle est un peu la granularité là-dessus, le recrutement un peu idéal? Bah, sur le fit, on peut pas faire de compromis sur les valeurs. Pas de compromis possible parce que, enfin, quand bien même je le voudrais, je sais que si je fais un compromis là-dessus, ça va me coûter cher plus tard. C'est-à-dire que ça va être quelqu'un qui va pas être bien dans l'équipe, ça va lui coûter cher à la personne aussi, parce qu'elle va pas être bien à sa place dans son taf. Et bah moi, ça va me coûter cher aussi parce que genre je vais avoir quelqu'un qui aurait le potentiel d'être quelqu'un qui bosse bien, qui gère bien avec ses clients et tout, et que ça va pas bien se passer. Donc je peux pas faire de compromis sur les valeurs. Sur les compétences, pas trop non plus. Après, c'est juste parfois tu peux avoir, si tu vois que la personne, t'arrives à sentir que la personne est un fast learner, comme on dit, tu peux accepter certaines faiblesses, on va dire, sur la partie technique. Mais le plus important, c'est quand même l'état d'esprit. Et s'il y a ça, voilà, c'est une condition sine qua non. Et après, il faut qu'il y ait quand même un petit peu de background et une bonne compréhension quand même de ce que c'est que l'acquisition pour une boîte. Mais bien sûr que les compétences sont importantes, mais ce que j'entendais, par exemple, c'était vous allez chercher un profil qui, par exemple, a fait beaucoup de choses dans sa carrière, peut-être sur un sujet connexe ou pas vraiment, mais pour autant, sur par exemple la partie ads, vous avez tellement testé de choses, etc., que vous avez fait un playbook, vous avez fait un peu votre formation en interne et vous savez que à partir de ces éléments-là, vous allez pouvoir faire monter en compétence n'importe qui. Pour autant, ce que vous recherchez, c'est une personne qui a déjà pu mener en propre des projets, potentiellement un ancien entrepreneur ou tu vois, est-ce que c'est ce genre d'attention que vous pouvez porter ou pas spécifique? pas spécifiquement, c'est évidemment pas un no-go, tu vois, que la personne ait fait ses projets avant. Mais c'est pas non plus obligatoirement ce qu'on recherche. En fait, le plus important, c'est quand même que soit une personne ça paraît con, mais qui soit intelligente, qui comprenne, qui arrive vraiment à rentrer dans les sujets. Et à côté de ça, le truc aussi qui est vachement important, c'est quel est le sens du service, tu vois. Mais vraiment, le sens du service comme quelqu'un qui bosse dans un hôtel 5 étoiles a le sens du service, tu vois. C'est le sens de se mettre à la place de l'autre et tout, et ça c'est très important. Mais voilà, mais en tout cas on est plus pour répondre bien à ta question, on est plus dans l'optique on a le playbook. Ça veut pas dire qu'on a pas de nouveautés, on n'a pas à le faire évoluer, mais on a le playbook et en fait on cherche des gens qui ont le bon mindset pour délivrer le playbook. Ouais, bien sûr. Alors, on a parlé de la genèse et de la croissance, du passage à l'échelle. Demain, quels sont les objectifs de Kudak? Où est-ce que vous voulez aller? Bon, bien évidemment, il y a des objectifs en termes de chiffres, mais même en termes de vision. Est-ce que
ce sur quoi vous comptez vous développer? Vous avez déjà créé plusieurs business units. Est-ce que c'est une volonté de faire croître l'écosystème sur des sujets connexes? Est-ce que c'est au contraire se concentrer sur cela et devenir les leaders? Quels sont un peu des enjeux d'internationalisation? Ouais. Est-ce que tu peux nous partager ça? Bah alors sur ce qui est du groupe Kudak, on a envie de continuer la dynamique actuelle qu'on a. Donc tu parlais du labo, de Linker, qui sont vraiment c'est in-house, c'est-à-dire que c'est la même société. Là actuellement, on est aussi en train de développer c'est en train de devenir une entité indépendante, mais c'est Kudak Tracking and Data, donc on a vraiment un pôle accès marketing data. C'est en train de sortir de terre, mais ça fonctionne déjà pas mal. Donc ça, c'est vraiment au sein du groupe Kudak. Après, au sein de l'entité juridique Kudak. Après, à côté, donc on a deux nouveaux arrivants. T'as Jules Palatin que t'as reçu, donc pour Netcord, et Tom Beuglin pour Standardicom, avec qui franchement c'est un vrai régal de travailler. Et on aimerait bien trouver des fondateurs de boîtes qui sont en fait de cet acabit-là. Ça, c'est pour le côté groupe Kudak. Après, pour la partie vraiment Kudak Performance, on a envie comment dire, d'élargir vraiment notre expertise sur. C'est même pas juste des leviers marketing, c'est vraiment sur des outils. Tu vois, on a envie d'être très 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 à l'aise sur beaucoup d'outils. Historiquement, on était quand même focus Facebook Ads. Depuis, ça fait longtemps qu'on s'est élargi sur d'autres régies sociales, genre Pinterest, TikTok, machin, etc. Ça fait un petit moment aussi qu'on est en train de développer Google. Là, on est vraiment en train de passer tout au bulldozer, enfin au rouleau compresseur pour que y ait pas un truc dedans qu'on maîtrise pas. Et après, même sur d'autres outils, tu vois, genre, je sais pas si ça te parlera, mais des Google Analytics, etc., etc. En fait, sur toute la partie, sur tout l'outillage, on va dire, on a envie d'être impeccable. Et dans le prolongement de ça, c'est de devenir beaucoup plus une boîte de conseil en marketing, en fait. D'accord. Qui sera beaucoup moins axée sur l'exécution. On pourra le faire, évidemment. Okay. Mais en tout cas, qui sera plus une boîte de conseil. Donc, après, ça, c'est la vision. Est-ce que ce sera par Kudak en tant que tel, enfin Kudak Performance en tant que tel, ou est-ce que ce sera via une autre entité? Je sais pas encore. Mais c'est ça la vision, c'est vraiment on a envie de faire péter des barrières qu'on peut avoir quand on travaille avec des clients. Et si t'es juste le gars qui est chargé de faire les pubs, bah tu feras que les pubs et tu subiras forcément. Tu devras mettre en place une stratégie qui aurait été décidée plus haut. Et nous on a envie d'avoir notre mot à dire sur la stratégie. Donc c'est pour ça qu'on a envie de faire ce move plus axé conseil, quoi. Alors aujourd'hui, en tout cas historiquement, vous adressez le plus au business e-commerce, si je me trompe pas. Est-ce que cette position change un peu dans le temps? Est-ce que éventuellement vous laissez la possibilité de vous ouvrir plus largement à un spectre sur différents types finalement de publicité, ou est-ce que vous voulez rester sur cette niche quand même qui est quand même très très porteuse dans l'ensemble du spectre? Mais... Bah en fait on est ouvert, on a toujours été ouvert. Hein. Enfin je veux dire on a jamais eu de problème pour accompagner des business qui étaient pas e-commerce. On a fait beaucoup de lead gen qui est un gros morceau de la pub. Hein. Enfin donc on n'est pas du tout fermé. Simplement la petite nouveauté, c'est que maintenant on est beaucoup plus à l'aise pour accompagner des business en physique. Et on est, comment dire, sur toutes les problématiques de drive to store, vu qu'en plus le retail en ce moment il tire un peu la tronche, en fait utiliser la pub pour faire venir des gens en boutique, c'est un truc qu'on développe à fond. Je te parlais de notre branche tracking and data. En fait, eux ils sont très forts pour réussir à faire communiquer tout ce qui se passe dans une boutique avec les régies publicitaires. Et donc ça c'est une nouvelle dimension, on va dire, qu'on est en train de débroussailler. Et on l'a fait avec Lunettes pour tous il y a quelques mois. C'est très bien passé, on bosse avec eux maintenant, donc c'est très très cool. Et c'est un peu la petite nouveauté, on va dire, le petit élargissement le plus récent qu'on a fait. Mais sinon, bien sûr, e-commerce, lead generation, on reste largement ouvert à ces sujets-là. Il y a pas de sujet là-dessus, quoi. Ouais. Alors, tu me fais le pont justement à un sujet que je voulais qu'on aborde. Tu disais en préambule que Théo a créé et continue à créer beaucoup de contenu, ce qui vous a apporté des clients. Là, effectivement, ce dernier client, Lunettes pour tous, avec lequel vous avez fait une super vidéo qui est vraiment super intéressante. Pour ceux qui l'ont pas vue, je vous invite à aller la voir. Et aujourd'hui, vous travaillez avec sur les formats que vous pouvez créer, notamment Enlève tes chaussures, où vous invitez vous avez des invités plutôt prestigieux. Est-ce que c'est aussi un moyen derrière
Est-ce que c'est des personnes avec qui vous travaillez déjà et que vous faites venir? Est-ce que c'est un canal privilégié pour derrière travailler avec eux? Est-ce que c'est sans parler d'être calculé, mais forcément ça Ouais, rentre ouais. dans la ligne de compte. Quelle est votre stratégie par rapport à ça? Ok, bah c'est un peu ce dont tu me parlais plus tôt, en fait, c'est du give first, c'est-à-dire que tu invites quelqu'un. En plus, par exemple, si tu prends l'exemple de Enlève tes chaussures, généralement la personne elle vient, on dîne avec elle, ça se passe à Versailles la plupart du temps, on dîne avec la personne, c'est un bon moment, et en fait, c'est du give first, c'est-à-dire que la personne on va la mettre en valeur, on va la recevoir, on va lui faire passer un bon moment, et nous-mêmes on passe un bon moment, et nous-mêmes on se met en valeur aussi, et simplement, et ben en fait juste en étant agréable pour les autres, t'as pas de garantie que ça va te revenir, mais tu crées une possibilité qu'il y ait des choses positives qui te reviennent dans le futur. Donc là par exemple tu donnes l'exemple de Lunettes pour tous, franchement on n'a pas du tout on n'a pas tryhardé pour signer avec eux. Simplement on a essayé de faire une belle vidéo, de faire un contenu bien qui les mettait en valeur, et eux ils nous ont rendu l'appareil aussi parce qu'ils nous ont mis en valeur, ils ont été très, enfin, ils étaient très sympas avec nous. Et après, bah, en fait, juste, quand t'es avec quelqu'un avec qui tu t'entends bien, t'as des projets à faire, il y a des opportunités à saisir, bah, en fait, c'est juste normal qu'on travaille ensemble. Mais on n'a pas fait la vidéo pour travailler avec Lunettes pour tous. Mais c'est juste que, évidemment, naturellement, tu fais une vidéo comme ça facilite la création de liens, et ça facilite aussi ça génère des questions. Est-ce qu'il y a une opportunité à bosser ensemble? Si la réponse est oui, bah, ça peut se faire. Tout comme il y a plein de gens avec qui qu'on a reçus, et qu'on a invités, avec qui on n'a pas fait de business. Ouais. Mais simplement, on fait passer un bon moment aux gens, nous-mêmes on passe un bon moment, et parfois, à l'occasion, il y a des trucs positifs qui en sortent. Et bah, dans ce cas-là, c'est super cool. Mais même si il y a rien qui en sort, on n'a pas perdu notre temps, on a passé un bon moment, eux-mêmes on passe un bon moment, et voilà, c'est la gratuité, on va dire. C'est le Ouais. give first, en fait. Bien sûr. Alors, si demain tu devais quitter l'aventure Kudak, soit parce que l'entreprise s'arrête, soit parce que effectivement toi t'as un moment de ta vie où t'as envie de passer à autre chose, tu as d'autres passions et tu as envie d'explorer de nouveaux horizons, mais quand même tu lances un business. Sur quoi porteraient tes premières pensées? Qu'est-ce que tu aurais à l'esprit? Qu'est-ce que tu referais et que tu ne referais pas au regard de cette expérience de 4 ans avec Kudak? Ok. Bah, le premier truc que je ferais, en tout cas, pour sûr, c'est que j'essaierais de vendre le plus vite possible. C'est très important, ça. Parce que je connais plein de gens qui ont des projets entrepreneuriaux, et qui réfléchissent beaucoup. Ils sont très très forts pour réfléchir. Donc ils préparent le truc ils disent, ah ouais, j'ai bossé mon projet pendant 2 ans. En fait, tu sais, quand tu leur parles, ils vont te dire, ouais, mais ça fait 2 ans que je prépare mon projet, comme si c'était une raison qui allait faire que ça allait marcher. Non, en fait, ça fait 10 ans. Il y a des mecs qui leur projet, ça fait une semaine qu'ils y pensent, et enfin qu'ils le lancent, et qu'ils l'ont préparé, et ça marche très bien, tu vois. Donc le temps que t'as passé à réfléchir à ton projet n'est pas un indicateur fiable de la réussite que tu vas avoir. Donc moi, j'essaierai c'est un peu voilà, le gros truc que moi j'ai appris de Kudak, c'est le sens du marché. Au final, quand tu fais un produit, quand tu veux vendre quoi que ce soit, le marché est roi. Donc soit tu vas faire quelque chose qui répond à un problème du marché et que le marché demande. Et si c'est le cas, mais il faut que c'est quoi l'expression, pas tirer sur la corde, mais que tu ponces l'opportunité, en gros. Enfin, faut que tu donnes tout. Mais si c'est un truc où tout le monde s'en fout, le marché n'en veut pas, etc., ne perds pas ton temps, quoi. Donc vraiment, moi, le truc qui me semble extrêmement important, c'est d'essayer de vendre le plus vite possible. Après, il y a d'autres trucs aussi qui me semblent très importants, tout le côté contenu, créer une communauté, etc. Enfin, une audience plutôt qu'une communauté. Ça, c'est très important aussi. Ça peut que te faire du bien, ça coûte pas beaucoup à faire, si ce n'est un peu de temps, et ça peut que te faire du bien le jour où t'as vraiment un truc à lancer sérieusement. Et troisième point, je serai rapide dans l'exécution. Vraiment pas procrastiner au début, parce que enfin, je me dis, en fait, c'est comme tout ce qui est intérêt composé, etc. Je me dis, si Kudak ça avait commencé en 2019 au lieu de 2020, bah là, à l'instant T, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'on on serait pas 60, on serait 90, on ferait beaucoup plus de CA et tout, alors on serait maintenant, j'aurais toujours l'âge que j'ai aujourd'hui, etc., etc. Donc, faut pas perdre de temps, et voilà. Donc, c'est ces 3 points que je dirais. Essayer de vendre le plus vite possible, se créer une audience, et troisièmement, aller vite dans l'exécution.
Tu vois, par exemple, j'ai un pote qui en ce moment est en train de se lancer en freelance, qui est une forme d'entrepreneuriat, hein, et je lui conseille vraiment, je passe beaucoup de temps avec lui et en fait, si je fais la synthèse de ce que je lui dis, c'est ça. C'est ne fais pas refaire ton profil LinkedIn, ne le fais pas demain, fais-le aujourd'hui. Ton premier post LinkedIn, tu le fais pas demain, tu le fais aujourd'hui, machin, etc. Ne pas perdre de temps ouais, poster sur LinkedIn pour avoir une audience et essayer de même en fait bosser juste créer une transaction marchande, même si c'est pour pas cher. Même si au début tu te brades, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que t'as bossé, t'accumules de l'expérience, des retours clients, etc., etc. Et voilà, c'est vraiment ces 3 points-là qui me semblent porteurs de fruits, on va dire, quand tu te lances dans un projet, quoi. Ouais. La création de contenu, effectivement, on l'a évoqué plusieurs fois, que Théo en faisait. Toi, aujourd'hui, tu en fais sur un sujet qui n'est pas directement lié à Kudak, mais Pas du tout. pas du tout, mais Presque pas, on va dire. Presque pas, on va dire, effectivement. Comment et j'imagine que c'est un sujet quand même que vous en discutez en interne, même si c'est Théo qui le porte. Enfin, je me trompe peut-être, mais Sur le contenu? Ouais, sur le contenu. Ouais. Enfin, c'est évident que sur les vidéos YouTube, etc., mais par exemple sur les publications LinkedIn ou autres, comment tu établis un peu ta stratégie? Initialement, vous faites de la publicité Facebook. Est-ce que l'enjeu, c'est de créer du contenu autour de la publicité Facebook ou d'avoir un angle plus macro que ça pour aller travailler la confiance? Alors, pour ceux qui sont un peu aguerris sur le sujet, il y a le triptyque top of the funnel, middle of funnel, bottom of the funnel, mais je pense qu'il y a quelque chose un peu plus intéressant que ça à aller chercher. Comment vous décomposez ça aujourd'hui? Comment vous le voyez? Ouais, alors sur le contenu, c'est effectivement complètement la sphère de Théo. Il gère beaucoup ça avec Anthony, qui est très très fort, qui s'occupe de toute la partie vidéo. Donc c'est eux ils regardent beaucoup en fait les répercussions de chaque contenu, aussi bien sur est-ce que ça rapporte des leads, c'est quoi les stats en termes de vues, etc., etc. Donc ils essaient d'ajuster en fonction de ça. Et simplement, en fait, il y a beaucoup de trucs à dire, mais en fait, il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau du contenu. Théo maintenant fait des contenus beaucoup plus macro entre guillemets, plus top of the funnel, on pourrait dire, parce que c'est beaucoup comme ça qu'on peut faire des first touch, on va dire, avec des clients potentiels. Moi, je publie un petit peu sur LinkedIn beaucoup sur des sujets d'ads, en fait, de sujets de perf, parce que en fait, c'est pas vraiment c'est tout simplement parce que j'ai l'impression d'avoir des trucs à dire, en fait. Tout simplement, c'est pas vraiment ça rentre pas forcément dans une strat. Je sais que forcément, nos clients, ils peuvent lire mes posts. Je sais que de mes posts ou ceux d'autres personnes de l'équipe. Et je sais aussi que ça peut potentiellement attirer des prospects, et c'est une très bonne chose. Ouais. Mais c'est aussi pour incarner, entre guillemets, la marque de Kudak et juste raconter ce qui se passe quand on travaille avec nous, quoi. Donc c'est pas très calculé. Enfin, on va dire, c'est mieux organisé côté Théo et Anthony. Après, sinon, pour le reste, que ce soit pour moi, pour Guillaume ou pour Mathieu, enfin pour Linker, c'est souvent parce qu'on a des choses à dire, on a des trucs à partager, et voilà. Après, il y a des trucs aussi. Parfois, on fait des challenges en interne sur LinkedIn entre différentes équipes différentes équipes contre différentes équipes, etc. Mais c'est pas super bien organisé en soi. Ok. Toi, si demain tu lances ton business seul ou en le cofondant avec d'autres personnes, mais tu t'inscris cette composante de contenu pour générer des leads, qu'est-ce que tu mettrais en place? Sur quoi tu te concentrerais en premier? Quel est finalement le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut lancer une telle stratégie? Un peu le 80-20 de la création de contenu. Je pense que ce qui est important, c'est quand même avant tout une certaine fréquence. Tu peux pas trop faire l'économie de ça, quoi. Ça me semble être le truc le plus fondamental. Et après, je pense aussi quand tu crées du contenu, il y a pas mal de gens qui créent du contenu en se disant bon bah c'est une case à cocher, quoi. Faut que je fasse mes posts LinkedIn. Je pense que vraiment ce qui est très important, et ça je le tire un peu de mon expérience de marketeur, c'est il faut que tu te mettes vraiment à la place des gens qui vont potentiellement lire ton post et que tu sois sûr que ils repartent pas les mains vides. Quand tu fais un contenu, tu parles pas pour parler, tu parles parce que tu as quelque chose d'important à dire, quelque chose à transmettre. Ouais. Et si t'as pas ça, ça fait les posts LinkedIn de clones, tu vois. En fait, t'as vu, en fait, tu vois, par exemple, sur LinkedIn, moi, je trouve un truc qui est très clair, c'est tous mes posts les plus nuls à chier, je les ai toujours fait quand je sais pas quoi faire comme post LinkedIn, que je scrolle un peu sur LinkedIn pour voir c'est quoi les posts que les gens font, et je fais, ah oui, je pourrais faire un post comme ça. Je le fais, post de merde, tout le monde s'en fout, etc. Alors, maintenant, je me fais une discipline de ne jamais
regarder ce qu'il y a sur le fil LinkedIn quand je vais écrire un post LinkedIn. Je parle juste de ce que j'ai à dire, est-ce que j'ai un truc important à dire, et je le publie. Bon, de toute façon, moi je trouve que ça, c'est un truc qui est vrai sur tous les réseaux sociaux. Des outils très puissants. C'est une bonne chose de les utiliser, il faut les utiliser. Par contre, il faut pas en consommer. Le moins possible. Ouais, bien sûr. Mais voilà, vraiment bien ciblé, il faut pas se laisser happer par un feed et tout, comme ça, dans une léthargie, enchaîner les trucs. Bref. Il y aurait un échec que tu as connu à titre perso ou plus global avec Kudak et pour lequel tu te rapportes régulièrement un peu un garde-fou que tu aimerais nous transmettre, sur lequel tu as su capitaliser? Ouais, je sais pas si c'est prétentieux ou quoi de dire ça, mais non, pas de gros échecs. Enfin, on a toujours eu il y a plein de problèmes, plein de déconvenues, etc., plein de déceptions. Mais bon, on retombe toujours sur nos pattes, tu vois. À la fin, la preuve, on est toujours là. Il y a eu des moments chauds. Je sais que Théo en a déjà pas mal parlé, mais il y a un moment où on a été très proche de la faillite, on va dire, parce qu'on avait parce que nos clients étaient pas très chauds pour nous payer à temps, quoi. En fait, on avait plus de cash, quoi. Ouais. Donc voilà, et ça c'était quand même un moment où j'ai quand même passé pas mal de semaines avec la goutte de sueur là tous les jours, tu vois. Donc vraiment c'était pas ouf. Simplement la leçon que j'en ai tirée, c'est que, et en plus j'ai parlé avec quelqu'un qui a une agence il y a quelques mois qui m'a dit que son agence avait fait faillite pour après la même raison. Je lui dis mais en fait c'est juste trop con comme raison de faire faillite. Donc la leçon que moi je tire de ça, c'est, et je pense que tout le monde devrait faire ça, tout le monde, n'importe qui a une boîte, c'est très bien connaître ses chiffres. Savoir qu'il y a combien sur le compte, savoir combien de mois de trésorerie je peux tenir, et aussi connaître son business model aussi, tu vois, genre mes coûts, en gros mes coûts c'est ça, mon revenu c'est ça, donc en fait ma marge en gros, grosso modo c'est ça. Il y a plein de gens qui connaissent pas du tout ça, tu vois. Et moi le premier, avant je connaissais pas du tout ça, mais maintenant j'ai capté que c'est un truc, tu peux pas être un bon, je sais pas si c'est un bon entrepreneur, mais un bon gestionnaire en tout cas d'une entreprise et ignorer ces trucs-là, c'est impossible. Ouais. Donc c'est ça la leçon que j'en ai tirée, moi. Est-ce qu'il y aurait un conseil que tu aurais donné à quelqu'un qui veut demain lancer son agence de service, pas forcément dans la publicité, mais ça reste une typologie d'entreprise qui est particulière. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aimerais transmettre? Particulièrement pour les agences de service. Ouais. Eh ben, faut avoir le sens du service. Va dans un hôtel 5 étoiles et regarde, observe comment t'es traité. En fait, économise, va passer une nuit dans un hôtel 5 étoiles et note tout ce qui est fait pour toi. Toutes les petites attentions, les petits machins, le mec qui te tient la porte, etc. Tu notes, et après tu dis, OK, comment dans mon business à moi, je peux faire l'équivalent du mec qui te tient la porte, l'équivalent du mec qui a déjà monté ta valise dans ta chambre, etc., etc. Et ce sera déjà je pense, c'est une très bonne manière de choper de la bonne inspiration. Tu vas dans un hôtel, tu vas trouver plein de choses que tu vas pouvoir implémenter dans ton business. Et c'est ça, en fait, le truc, c'est que pour réussir dans le service, il y a plein de trucs nécessaires. Faut trouver les clients, machin, etc. Mais l'étape incontournable, c'est de faire un service qui est très kiffant, très agréable, où les gens se sentent considérés. Et donc, si tu sais faire ça, bah, t'as déjà fait 50% du taf, quoi. Et d'ailleurs, peut-être que j'anticipe sur une de tes questions que tu voulais me poser, mais moi, il y a vraiment un bouquin qui m'a très largement influencé. Mais toute la personne que je suis, même au-delà du business, hein, toutes les personnes que je suis, que j'ai lu quand j'avais 16 ans, c'est le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Ouais. Et c'est vraiment, tu passes toujours pour un con quand tu dis ça, parce que ça fait vraiment le mec qui a pas de potes, machin, etc. Mais c'est vraiment, ça t'apprend à interagir avec l'autre de manière, je trouve le meilleur mot c'est affable. Et d'ailleurs j'ai fait un post sur ma newsletter Solve où je parle de ça. Je pense que vraiment avoir une manière d'être qui est affable, ça change beaucoup de choses dans la vie, et je pense que ça peut aussi être très utile dans le service. Ouais. Donc c'est encore autre chose que je conseillerais à quelqu'un qui se lance dans le service. Alors, on reviendra sur ta newsletter un peu plus tard. Effectivement, comment se faire des amis. Alors en anglais, c'est comment se faire des amis et influencer les gens. Alors en anglais, ça passe mieux quand même comme titre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que le choix du nom est discutable. Et alors la couverture, il y a eu plusieurs versions, mais alors la dernière qui est sortie, c'est vraiment, ça fait peur. On se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Ouais, c'est un truc machiavélique. Je l'ai déjà offert à des personnes qui sont interrogées sur la finalité de ce cadeau. Se dire, comment se faire des amis? Comment ça? Est-ce que tu me trouves si
si imbuvable que ça. Ouais, je vois très Pas bien. du tout, effectivement, c'est vraiment un bouquin qui traite des sciences sociales, hein, finalement, et qui s'applique très largement dans le business, mais pas que, hein, dans la vie de tous Mm. les jours au quotidien, et notamment pour toute personne en situation de management. C'est vraiment un bouquin génial qui a été réédité il y a quelques temps, mais dont le cœur du sujet a été traité il y a bien longtemps. Et de toute façon, on réinvente pas grand-chose, hein, sur Mm. cette partie-là. Ça a été tellement éprouvé que... Mais effectivement, je te rejoins totalement. Super livre de chevet. Il faut pas hésiter à relire de temps en Absolument, temps. absolument. Je voudrais qu'on parle maintenant un peu plus de toi, tes bottes secrètes. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui? Quelles sont les choses que tu as mises en place qui te permettent de finalement performer dans ce que tu fais, d'avoir un bon niveau d'exécution et de point de vue sur tes différentes missions, que ce soit à travers des routines, voilà, des lectures, un peu de façon macro. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour... Bah, il y a plein de trucs. Qu'est-ce qui me permet de performer? Bon, ça, je vais passer très vite dessus, mais je pense que c'est un truc qui m'a été d'une aide inestimable dans toute ma vie. C'est la curiosité. Vraiment s'intéresser à des choses sans forcément avoir, encore dans l'esprit Guy First, hein. Hmm. En fait, s'intéresser à des choses sans que ce soit soumis à l'utilité, tu vois. Ouais. Genre, ça, c'est un truc qui m'a énormément servi, à tous les niveaux parce que ça me permet, en fait, d'avoir, plus de connaissances que, le mec moyen, moins curieux. Hmm. Si t'es plus curieux que la moyenne, tu vas avoir plus de connaissances que la moyenne. Donc, ça, c'est un premier point qui m'a beaucoup aidé dans toutes les phases de ma vie. Donc ça, c'est un point très important. Après, je trouve que c'est important aussi d'être très organisé, mais après, ça, c'est des traits de caractère. Hmm. Moi, c'est un truc qui me sert beaucoup. Je suis bien organisé et comment dire, j'ai vraiment un esprit qui me permet de bien dégraisser les sujets, tu vois, de bien enlever tout le bruit que tu peux avoir. Un truc qui m'a beaucoup marqué, je me souviens beaucoup, c'est les exercices de maths, qu'on avait, les problèmes de maths quand on était petit, où t'avais un truc où on te donnait 10 chiffres et en fait, il n'y en avait que 3 qui te servaient à répondre aux questions dont t'avais besoin et tout le reste, fallait pas regarder. Et ça, c'est un truc que je sais très bien faire. Et j'invite aussi souvent les gens à éliminer et rayer les infos inutiles. Je trouve que c'est très important de savoir faire ça. Ça t'évite de te perdre. Et puis ensuite, non, sinon, moi, le truc qui m'aide beaucoup aussi, c'est que ça fait 1 an et demi ou 2 ans que maintenant je me suis bien intéressé aux automations. Et bah, dans une agence, il y a beaucoup de tâches répétitives qui peuvent être automatisées et j'en suis un grand fan. Ça permet de rien oublier, d'être toujours à jour et tout. Et quand tu es dans un système de service où, Ouais. enfin, c'est à toi, tu vois, enfin, je te renvoie à l'exemple d'un hôtel 5 étoiles, c'est des petites attentions, ils ont pensé à tout. Hmm. Parfois, c'est difficile de penser à tout, et ce qui est bien, c'est qu'il y a des robots qui te permettent de penser à tout ce qui manque, tout ce qui n'est pas encore fait et tout. Ouais. Et donc, pour ça, les automations, elles sont très, très, très efficaces. Quelles sont celles qui ont leur place de choix Bah, par exemple, il y a une automation qui nous dit, en fait, on a sur Airtable, on a tout notre listing client, etc., etc. Et, il y a, par exemple, en fait, on a créé un cycle d'étapes dans le account management. Par exemple, on doit inviter notre client, à déjeuner, on doit le mettre en avant sur nos réseaux sociaux, machin, etc. Et ça, c'est un schéma qui est, un schéma type. Hmm. Et en fait, l'automation, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va parcourir toute la liste des clients et chaque jour, elle va dire, ah bah lui, d'ici un mois, faut que tu l'emmènes au restaurant. Lui, d'ici un mois, faut que tu l'aies mis en avant sur les réseaux sociaux, etc., etc. Ce qui fait qu'en fait, du point de vue client, tu sens que ton agence, elle te sollicite et tout pour des trucs cool. Tu dis, ah, putain, il y a des mecs qui pensent à moi, machin, etc. Alors qu'en fait, c'est le bot qui fait tout le boulot, quoi. Nous, on a Ok. juste à exécuter. Ça, c'est très, très pratique et c'est apprécié aussi de nos clients. Ouais, t'as ton tableau d'alerte qui te fait C'est ça. Et qui, en plus, va aller les choses chercher la bonne personne qui est responsable de chaque compte et tout, etc. Donc, ça va directement mettre un truc dans son agenda. Plus sur Slack, ça envoie une notif. Donc, Hmm. c'est bien rodé, quoi. Ouais. Comment est-ce que tu progresses? On parlait des lectures que tu as pu faire, enfin celle de Dale Carnegie, mais tu en Mm. as eu plein d'autres, bien évidemment. Mais quelles sont les actions tu sens qui te permettent d'aller plus loin sur les sujets, de mieux les comprendre, en tout cas, que ce soit à titre pro ou perso, hein, mais Mm. Euh, le truc qui est très important pour progresser, c'est déjà de te rendre compte quand t'es dans ta zone de confort, quand ça fait trop longtemps que t'es dans des trucs que tu maîtrises. Après, à un moment, tu le sens, tu dis, je fais toujours la même chose et tout. hmm.
Ça, faut savoir s'en rendre compte. Et deuxièmement, il faut avoir un peu, ça demande pas forcément beaucoup de courage, mais un tout petit peu de courage pour rentrer dans un nouveau sujet que tu connais pas et qui peut avoir de l'importance. Et surtout, la curiosité simplifie beaucoup ça d'ailleurs, hein, parce que parfois la curiosité peut prendre la place du courage. Tu vois, genre tu dis je suis juste trop intéressé et ça demande zéro courage. C'est juste tu suis ton instinct naturel et c'est beaucoup mieux comme ça. Et surtout, le truc qui est très important, c'est que quand t'es dans un nouveau sujet, très 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 important d'avoir l'humilité de reconnaître que t'es une énorme brêle. Ça, c'est très important et surtout ça te permet de poser des questions très débiles, très élémentaires, qui vont vraiment te permettre de rentrer dans le fond du sujet, tu vois, dans l'aspect élémentaire, et qui te permet, c'est sur ces fondations-là que tu vas construire une connaissance qui sera solide. Et ça, tu peux t'as vite fait d'être un peu bloqué par ton ego, de pas vouloir poser, tu dis, je vais passer pour un con en posant cette question-là et cette question-là. Donc voilà, donc moi, par exemple, en ce moment, je suis vraiment en train de creuser à 2000% le sujet Google Ads. Et j'ai commencé en me posant des questions de débiles, tu vois, mais en plus, il y a des gens de mon équipe qui sont beaucoup plus chauds que moi. Mais c'est pas grave, tu vois, genre, parce que je sais que je suis en train de construire un édifice qui, à la fin, sera une forteresse imprenable, tu vois. Mais au début, il faut reconnaître que je suis une énorme brêle, tu vois. Ouais. C'est pas grave, tu vois. Enfin, c'est normal d'être nul dans un sujet que t'as pas travaillé avant, tu vois. Donc, faut faire gaffe aussi à son ego, qu'il faut pas qu'il prenne trop de place, quoi. Ouais, bien sûr. Alors, on évoquait ta newsletter Solve que tu as lancée finalement pas très longtemps, en tout cas au regard... Ouais, pas un peu plus de 6 mois maintenant. Ouais, tout à fait au regard de la genèse de Kudak. Qu'est-ce qui t'a donné envie de la lancer finalement que maintenant, entre guillemets? Est-ce que c'était une question de temps, une question de sujet? Qu'est-ce qui t'a motivé? Alors on disait que c'était pas intrinsèquement lié à Kudak. Tu peux peut-être nous en parler un peu pour ceux qui n'y connaîtraient pas encore. Ouais, bien sûr. Alors Solve déjà, c'est quoi? C'est en fait c'est une newsletter que je publie tous les dimanches où j'écris de manière extrêmement personnelle. C'est vraiment j'écris en mon nom, on va dire. Et mon but, c'est simplement de toucher à des sujets extrêmement variés, de société, d'histoire, parfois on pourrait dire de développement perso. J'essaie de mixer ça et surtout j'essaie de me baser sur des références les plus larges possibles. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir de n'importe quel endroit du monde, de n'importe quelle époque historique, n'importe quel auteur, philosophe, etc. Et j'essaie de bien croiser ça parce que j'adore ça en fait. Et d'où ça vient? Déjà, moi, déjà quand j'étais en stage à Paris à Amazon, comme je te disais au début, j'avais vraiment ce sentiment que tu commences ta journée, tu te réveilles, tu fais ton café, machin, etc. Tu prends le métro, tu vas au bureau, tu reviens chez toi, il est genre 19h. Tu dois faire tes courses, tu dois te faire à bouffer, t'as ta machine, machin, etc. Au final, t'as 2 heures de temps libre, après tu vas te coucher. Au final, t'as pas fait grand chose pour toi. Et si t'as le malheur en plus d'aller boire un verre avec des potes et tout, tu rentres à minuit, t'es éclaté, voilà, bon. C'est pas non plus, voilà. Donc t'as très vite fait, en fait, de faire rien d'autre dans ta vie que de bosser. Et moi, je me suis dit, et je suis très content de faire ce que je fais chez Kudak et tout, j'adore ça. Mais, j'avais besoin d'une expression personnelle un peu plus grande. En plus, mes associés m'ont beaucoup poussé à le faire. Parce que j'aimais beaucoup discuter avec eux, machin, ils disaient, ouais, mec, faut que t'écrives, etc., etc. Ou que tu fasses du contenu, en tout cas. Donc ils m'ont pas mal poussé, et j'ai beaucoup de motivation. J'ai pas l'impression d'être un entrepreneur vraiment dans l'âme, tu vois, dans le sens de l'initiative. Moi, j'essaie de le développer le plus possible, tu vois, mais voilà. Et donc finalement, j'ai réussi à me déterre, à le faire et tout. Et j'ai kiffé ça, j'ai adoré ça, j'ai lancé, et j'ai eu direct plusieurs centaines de gens qui sont abonnés, ça m'a fait kiffer. Et en plus, je reçois beaucoup de feedback positif et tout sur la newsletter, des gens qui, surtout, ce qui me plaît, c'est que je vois que les gens, ils y trouvent des idées originales, qui vont pas forcément lire ailleurs. Et ça, j'aime beaucoup ça. Et forcément, j'aime aussi voir les chiffres qui grossissent et tout, ça fait plaisir. Et voilà, donc pourquoi j'ai lancé à ce moment-là? Parce que j'ai eu un peu, ce moment où je me suis dit, ok, bon bah, Kudak c'est bien installé, ça va sûrement durer comme ça encore plusieurs années. J'ai envie de faire mon truc bien perso, c'est vraiment mon espace d'expression personnelle. Ouais. Et en plus de ça, j'avais aussi l'impression d'avoir plein de réflexions qui me passaient par la tête et de les laisser filer par la fenêtre, et j'aimais pas ça. Et donc, moi en fait, genre, même si personne ne lisait Solve, eh ben, ça me chagrinerait d'avoir ces pensées-là et dont je fais rien. Là, j'ai vraiment l'impression à la fois que les pensées qui me passent par la tête, j'en fais quelque chose, et en plus de ça, j'ai l'impression que je peux... En fait, le fait de devoir publier tous les dimanches aussi me force à avoir une certaine discipline et à bien formuler mes pensées, parce que je vais les mettre à l'écrit. Alors que quand c'est dans ta tête, ça peut rester flou et ça devient jamais rien. Alors que quand tu vas vraiment mettre les choses à l'écrit,
ça te force à avoir une structure et une clarté de pensée qui me permet moi aussi intellectuellement d'avancer plus vite. Donc vraiment, j'ai une pensée, je l'écris bien, je la reformule dans tous les sens et tout pour que ce soit bien propre. Et après, la pensée, elle est documentée quelque part. C'est un peu mon almanach personnel. Ouais, bien sûr. Et je peux avancer, je peux passer à une idée suivante et tout. Et j'ai plein d'idées en réserve. Hein. C'est juste que ce qui prend du temps, c'est de bien traiter chaque idée et de bien la traiter. Mais voilà, donc c'est un énorme kiff personnel. J'adore ça. En même temps, je suis très content de pouvoir partager des idées originales entre guillemets avec les gens que ça intéresse. Donc c'est un vrai kiff quoi. T'as fait le choix de la rédiger en anglais. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce choix-là? En fait, ce qui m'a motivé à faire ça, c'est que je me suis dit que, en fait, c'est une vocation un peu internationale, si je puis dire. Comment dire? En fait, je pense que moi, j'ai quand même une perception que t'as plus de latitude de penser en anglais qu'en français. Je sais pas pourquoi, en fait, parce que, enfin, c'est pas tant lié. En fait, c'est plus, à mon avis, lié à la France ou à la culture française actuelle que à la langue française. Mais je trouve qu'en fait et c'est peut-être plus lié, on va dire, aux États-Unis où je trouve que on va dire, tu peux plus facilement t'exprimer sur plein de sujets différents. Non pas que tu vois, j'ai des opinions qui soient hyper controversées ou quoi, mais je trouve que en fait, dans ma tête, l'anglais, c'était une langue qui me permettait beaucoup plus facilement d'aller explorer plein de domaines différents. Et surtout, moi, j'ai vraiment une vocation à pas rester que en France. En fait, en fait, moi, j'aime bien, tu vois, en fait, voilà, si tu veux, en fait, je vais résumer mieux ce que je veux dire. Moi, ce que j'aime bien, c'est publier mes idées que j'estime un minimum originales. Moi, elles le sont pas toutes, hein. Il y en a, voilà, je m'inspire de d'autres personnes et tout. Mais ce truc, si tu veux, le truc qui me fait kiffer, c'est le côté de diffusion d'idées. Un peu à la manière de l'imprimerie à l'époque, etc. Le côté de diffusion d'idées me plaît énormément. Et en fait, la langue anglaise, elle est largement, elle a une portée plus grande que la langue française. C'est pour ça que j'ai fait le choix d'écrire en anglais. Ouais. Donc c'est parce que je sais, et surtout j'adore quand je regarde sur les stats et que je vois qu'il y a des gens qui sont au Canada, machin, il y en a qui sont au Maroc, en Espagne, en Allemagne, en Australie, bah j'adore ça. Et mon but justement, moi, ce que j'aimerais bien, c'est voir que je suis lu un peu dans le monde. Ça serait un énorme, et c'est déjà un peu le cas. Mais j'ai vraiment envie de pousser ça et c'est vraiment le truc que j'ai envie de pousser quoi. Ouais. Alors, je suis également, je fais partie, pardon, de tes lecteurs hebdo. C'est assez souvent romancé. Finalement, il y a une histoire généralement qui découle, qui suit ton récit pour rendre ça intéressant à lire. Est-ce que tu as déjà pensé à enregistrer une version audio à l'issue de l'écriture et de passer en podcast? Ouais, faudrait que je fasse des versions audio, des versions aussi vidéo pour justement activer un peu la partie acquisition qui est un peu KO actuellement. Ouais. Mais ouais, en tout cas, faut que je fasse, c'est juste un manque de temps. Mais c'est prévu. Ok. Mais en fait, ouais, le truc c'est que, mais en fait, si je fais ça, moi j'aime beaucoup le format écrit, mais si je fais ce genre de choses-là, c'est vraiment dans une optique de développer la base de ce script, enfin, d'inscrit en fait, d'inscrire une newsletter. C'est vraiment ça le but. Mais j'aime beaucoup le format écrit et je trouve ça cool aussi d'écrire parce que c'est un peu à l'ancienne, tu vois, je trouve. Bien sûr, tout à fait. Non, mais de toute façon, ça changerait pas. C'est juste ta base de travail. Oui, bien sûr. Et après, d'en faire l'exercice de lecture qui n'est pas simple pour autant, mais qui demande moins de travail que de créer la matière première. C'est vrai. Finalement, et qui permet d'un peu plus d'accessibilité. Les gens peuvent toujours se référer à la partie écrite pour revenir dessus, hein, ce qui est souvent agréable. Mais c'est vrai, ça permet de se consommer peut-être plus. Ça dépend en fonction de quand est-ce qu'on veut le consommer. Ouais, tout à fait, ouais. Quand à ton arc supplémentaire. Génial. Alors justement, donc là, tu disais que tu avais pu enfin lancer ça. Je sais que tu as d'autres passions qui n'ont rien à voir avec tout ce qu'on a pu évoquer jusque-là. Est-ce qu'il y aurait une chose sur laquelle tu aimerais allouer du temps à l'avenir, pour lequel tu n'aurais pas eu nécessairement jusque-là, que ce soit sur la partie pro ou perso, une compétence à développer, jouer d'un instrument ou tout simplement passer plus de temps avec tes amis ou que sais-je? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça tu aimerais accorder d'importance? Non, pas tant que ça, mais il y a... Non, simplement, je trouve... Non, j'ai pas...
Je sais pas grand-chose. Simplement, un truc que j'ai envie de faire cette année, c'est être à l'origine de plus d'événements où je rassemble des gens que j'aime Ok. autour de moi. Tu vois, j'ai envie de faire beaucoup de dîners, etc. J'aime beaucoup le vin. Je vais me faire acheter une petite cave à vin dans mon appart pour faire un peu comme si c'était un bar à vin, tu vois, et pour faire venir des gens, faire rassembler des gens aussi, mélanger des gens qui se connaissent pas forcément. C'est un peu mon truc de cette année là. Ok. Tu penses que tu as trouvé une bonne forme d'équilibre aujourd'hui entre Ouais, partie pro et perso? ouais, complètement. Ouais. Oui, oui, oui. Et même j'apprends beaucoup, tu vois, notamment avec ce que je fais dans Kudak me sert aussi dans Solve. Hmm. Et voilà, et Solve c'est un vrai kiff. Donc puis en même temps, voilà, il y a non, je suis très très Hmm. content de l'équilibre que j'ai actuellement. Ok. Si tu pouvais rencontrer une personnalité française, un homme ou une femme, que ce soit dans le business ou non, qu'importe, politique, un historien, un musicien, que sais-je, et avec qui tu pouvais passer 1 heure, discuter des sujets de ton choix, qui est-ce que ce serait et pourquoi? Ça c'est pas facile. Je sais pas vraiment. Ce serait soit quelqu'un qui a pas mal exploré, disons quelqu'un qui a bien voyagé. Ça pourrait être je sais pas, un Sylvain Tesson ou ouais, soit un Sylvain Tesson par exemple, ou alors quelqu'un qui fait des trucs impressionnants. On va dire quelqu'un qui a une détermination très marquée. Tu vois, je sais pas, je pense à un Benoît Saint-Denis par exemple, ce genre de personnage un peu inspirant, tu vois, qui est soit quelqu'un qui aurait beaucoup exploré, qui a un esprit fin comme Sylvain Tesson, ou quelqu'un qui est courageux, qui fait preuve d'exemplarité comme Benoît Saint-Denis. C'est des gens avec qui je kifferais échanger, tu vois. Hmm. T'aimerais comprendre quoi sur eux, juste par simple curiosité ou qu'est-ce qui motive ce choix? Ah bah un explorateur, je pense qu'il peut t'apprendre beaucoup. Il va forcément avoir beaucoup d'anecdotes, beaucoup de choses à te raconter. Euh, et ouais, par contre, pour le côté, je sais pas, pour le côté plus courage et tout, c'est vraiment de la curiosité authentique de savoir, ok, quel est le parcours précisément, tu vois. Voilà, c'est plus cette partie-là qui me semble intéressante, et c'est vraiment plus de la curiosité en mode Hmm. un attrait un peu difficile à décrire, tu vois. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour un futur épisode qui s'installerait à ta place et à qui je poserais plus ou moins les mêmes questions, mais en tout cas pour recueillir son expérience riche et qui pourrait nous partager ses enseignements? Euh, moi, je viens de dire, c'est un peu la facilité, mais j'ai envie de te dire Tom Beuglin de Standard Ecom, et qui du coup on s'est associé parce que c'est vraiment un mec à qui j'aime beaucoup bosser. C'est quelqu'un qui a vraiment la tête sur les épaules et qui a très peu d'ego. En tout cas, il est vraiment capable de se remettre en question. Et je trouve ça vraiment très 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 cool. Donc ouais, ça c'est clairement quelqu'un qui il aurait pas volé sa place ici, ça c'est sûr et certain. Hmm. Ok, génial. Jules m'avait aussi fait cette recommandation-là, donc Ça m'étonne pas. je vais contacter Tom avec grand plaisir. Paul, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut Merci à toi. te retrouver, te suivre, les différents réseaux sur lesquels on peut Ouais. Et correspondre? alors déjà, il y a ma newsletter Solve. Ouais. Vous pouvez trouver facilement sur Instagram solve.ism, donc solve.ism. Euh, vous retrouverez facilement le lien vers le Substack. Et sinon, vous pouvez me suivre sur LinkedIn, Paul Maher, Paulmaher. Voilà, je crois que ce sera dans le nom de la vidéo de toute façon. Ouais. Donc voilà, c'est les lieux principaux où vous pouvez me retrouver. Ok. Puis kudak.com, bien évidemment. Kudak.com évidemment pour si vous avez des campagnes sur lesquelles on voulait qu'on accompagne, on est bien dispo. Ok, génial. Bah, écoute, je mettrai de toute façon tous ces liens en description de l'épisode et puis on essaiera de voir pour faire un peu de cross-partage sur Instagram pour pousser ta newsletter Solve. Paul, merci encore pour tout ton partage. C'était vraiment top. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Merci à toi Thibaut. Merci à vous de nous avoir regardés jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est nécessairement que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, que ce soit sur YouTube ou sur les différentes plateformes d'écoute, je vous invite à le faire. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de me permettre de continuer à recevoir des invités toujours aussi intéressants, tout comme Paul aujourd'hui. Merci encore et à très vite pour un nouvel épisode. Salut.